Assalamu alaikum wa rahmatullah. On poursuit avec nos vidéos sur les mathématiques des Olympiades. On est à la vidéo numéro 6 et le chapitre numéro 1 qui est le principe des tiroirs, donc la combinatoire. Alors l'exercice qu'on va traiter aujourd'hui est le suivant. Je l'ai déjà énoncé la dernière fois. Donc c'est l'exercice 5 qui concerne la suite de Fibonacci. On cherche à démontrer une propriété arithmétique de la suite de Fibonacci. Alors, l'énoncé de l'exercice est le suivant. La suite de Fibonacci Fn est définie par F0 c'est 0, F1 c'est 1 et Fn plus 2 c'est Fn plus 1, quel que soit n dans n. C'est-à-dire pour calculer un terme, il faut sommer les deux termes qui le précèdent. Chaque terme est la somme des deux termes qui le précèdent de la suite. Les termes de la suite donc s'appellent les nombres de Fibonacci. Et la propriété à démontrer, c'est la suivante. Alors, montrer que pour tout entier strictement positif grand N, il existe un nombre de Fibonacci non nul qui est un multiple de grand N. Le seul nombre de Fibonacci nul, c'est F0. Donc, montrer que pour tout entier strictement positif grand N, il existe un terme de la suite de Fibonacci, autre le premier terme qui est 0, qui va être donc qui est un multiple de grand N. Alors on peut donc calculer le premier terme de la suite de Fibonacci. Donc vous avez donc F0 c'est 1. Alors non, F0 c'est 0, donc F0 c'est 0, F1 c'est 1, F2, donc ça va être la somme des deux termes qui le précèdent, donc 0 plus 1, donc c'est 1. F3, la somme des deux termes qui le précèdent, donc 1 plus 1, donc c'est 2. F4, ça va être donc F3 plus F2, donc ça va être 3. F5, c'est F4 plus F3, donc ça va être 5. F6, c'est F5 plus F4, donc 8. F7, c'est F6 plus F5, donc 13, etc. Ça, donc, les nombres de Fibonacci, donc 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. La propriété arithmétique, pour tout entier strictement positif n, il existe un nombre de Fibonacci non nul qui est un multiple de n, de grand N. On voit bien que la propriété est vérifiée pour, par exemple, grand N égale 2, il suffit de prendre F3. F3, c'est un multiple de 2. Si je prends grand N égale 3, il suffit de prendre F4, c'est un multiple de 3. Si je prends grand N égale 4, il suffit de prendre F6. F6, c'est 8, et 8, c'est un multiple de 4. Si je prends grand N égale 5, il suffit de prendre F5. 5, c'est 5, c'est un multiple de 5, etc. Mais bien sûr, on veut démontrer la propriété pour tout entier strictement positif grand N. On va utiliser le principe des tiroirs, donc qui est un principe combinatoire. Donc on va montrer juste l'existence. On ne va pas préciser lequel des nombres de Fibonacci qui soit un multiple de grand N. On va montrer juste donc un résultat d'existence. Alors, donc je vais donner la solution. Donc soit donc grand N dans n étoile fixé, et je cherche à montrer qu'il existe un nombre de Fibonacci non nul qui soit un multiple de grand N. Bon, la première idée qui peut venir à l'esprit, c'est de prendre les nombres de Fibonacci modulo grand N. Bon, la première idée qui peut venir à l'esprit, c'est de dire, je vais prendre les Fn modulo n. Bon, modulo n, il y a exactement n classes. Je peux mettre donc n égale 0, 1 jusqu'à... je dépasse le nombre de classes pour pouvoir utiliser le principe des tiroirs. Non, il suffit de prendre jusqu'à n. Il suffit de prendre jusqu'à n. Là, déjà, je dépasse. Voilà. Donc, je peux raisonner de cette façon-là. Donc, j'ai Fn modulo n, il y a n classes. Et je vais prendre n plus 1 nombre. Bon, en fait, là, ça ne va pas fonctionner parce que je vais démontrer ici. Donc, le principe du tiroir, il va nous donner qu'il existe nm, n différent de m. Bien sûr, des entiers n, des entiers naturels, tels que Fn est congru à Fm modulo n. C'est tout ce qu'on aura. On ne peut pas aller loin. Alors, pour pouvoir aller loin, il faut considérer des couples. Pourquoi je considère des couples? Parce que
La suite récurrente qui définit les nombres de Fibonacci, c'est une suite récurrente d'ordre 2. C'est-à-dire, pour connaître un terme, il faut connaître les deux termes qui le précèdent. C'est pour ça que le résultat va fonctionner pour les couples, ou bien la méthode va fonctionner pour les couples, mais elle ne va pas fonctionner pour le nombre de Fibonacci. Il faut prendre un couple, il faut prendre les couples des nombres de Fibonacci consécutifs. Donc, alors, je vais changer donc d'idée, on va effacer tout ça. On va prendre, alors, considérons les couples, alors ça va être donc les couples Fn plus 1, modulo n, c'est-à-dire les deux composantes, je vais la prendre modulo n, avec n parcours, n égale donc 0, 1, jusqu'à, alors je vais aller jusqu'à n au carré. Pourquoi? Parce que ici, le couple modulo n, vous allez Fn modulo n, donc il a n choix, grand n choix. Fn plus 1 modulo n, il y a grand n choix, donc vous avez grand n fois grand n. En fait, ici, si vous prenez les couples modulo grand n, vous allez être dans z sur grand n z au carré. Donc le cardinal, ça va être n au carré. Et pour pouvoir appliquer le principe du tiroir, il faut dépasser ce cardinal. Donc là, j'ai pris n, 0, 1 jusqu'à 1 au carré. Donc il y a n au carré plus 1 couple ici. Donc je prends n au carré plus 1 couple. Alors que les classes, quand je prends les modulo n, il y a n au carré classe. Parce qu'on est dans z sur grand n z au carré. La première composante va être prise modulo grand n. Donc il y a n classes possible. La deuxième composante va être prise modulo grand n, il y a n classes possible. Donc en tout, il y a n fois n, c'est-à-dire n au carré, grand n au carré, classe. Mais j'ai n au carré plus 1 couple, parce que je commence de 0 jusqu'à n au carré. Donc il y a n au carré classe couple, n au carré plus 1 de couple de classe, modulo grand n. Mais les classes les couples de classe modulo grand n, il y a exactement n au carré. Donc le principe du tiroir s'applique. Donc d'après le principe du tiroir, il existe nm dans l'ensemble 0, 1 jusqu'à n au carré, avec n différents de m. Alors je peux supposer que l'un est plus grand que l'autre, puisqu'ils sont différents. Par exemple, petit n est plus grand que grand m, tel que Fn plus 1 va être, donc c'est la même classe, il est de la même classe, dans Fm plus 1. Les deux couples sont dans la même classe modulo n. Voilà. Donc voilà ce que donne le principe du tiroir. Ce qui veut dire ici, donc le sens de cette congruence, c'est-à-dire la première composante est congrue à la première composante et la seconde composante du couple est congrue à la seconde composante. Donc vous avez Fn congru à Fm, modulo grand n, et Fn plus 1 congru à Fm plus 1, modulo grand n. Alors une fois qu'on arrive là, et ça c'est très important, je dis qu'il est possible de diminuer petit n et petit m de 1. C'est-à-dire cette congruence va être valable avec n remplacé par n-1 et m remplacé par m-1. On va voir pourquoi. Donc ça implique que fn-1 fn congrue à fm-1 fm modulo grand n. Alors pourquoi on a ça? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire cette congruence? Ça veut dire que, que la seconde composante est congrue à la seconde composante. Mais ça, on l'a déjà dans la première congruence. Vous avez Fn est congru à Fm ici. Donc là, ça ne donne rien du tout. Il n'y a rien de nouveau. Le nouveau, c'est ça. Pourquoi on a Fn-1 congru à Fm-1? Parce que tout simplement, Fn-1, d'après la formule de récurrence qui définit les nombres de Fibonacci, vous avez Fn-1, c'est Fn plus 1 moins Fn. Et vous avez Fm-1, c'est la même chose, c'est Fm plus 1 moins Fm. Et la congruence maintenant devient claire parce que vous avez, d'après la première congruence ici, d'après ça, vous avez Fn congru à Fm
et Fn plus 1 congrue à Fn plus 1. Donc, si je prends la différence Fn plus 1 ou bien Fn plus 1 moins Fn, va être congru à Fn plus 1 moins Fm. Donc, j'espère que je suis clair là-dessus. Donc, vous avez Fn plus 1 moins Fn, c'est congru à Fn plus 1 moins Fm, c'est-à-dire Fn moins 1 est congru à Fm moins 1 modulo n. Donc, en fait, vous avez cette implication. Maintenant, par itération, puisque le résultat est vrai lorsque je diminue n et m de 1, donc on itère, donc il est aussi vrai en diminuant n et m de 2, etc., etc. Donc ça va être implique, je peux diminuer donc n de 2, n et m de 2, donc fn moins 2, fn moins 1, congru à fm moins 2, fm moins 1, modulo grand n, etc. Je vais le faire combien de fois? Il ne faut pas oublier que n est plus grand que m. Je peux le faire petit m fois. Je peux faire ça petit m fois. C'est-à-dire je vais diminuer petit m et petit m. Je vais les diminuer de petit m. Donc à la fin, donc, je ne peux pas faire plus de toute façon. Hein. Donc à la fin, la dernière étape, on va diminuer les indices petit n et petit m de petit m. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir fn moins m, f n plus 1 moins m est congru à f m moins m et f m plus 1 moins m modulo n. Mais fm moins m c'est f0, ça c'est f0, et fm plus 1 moins m c'est f1, c'est-à-dire ça c'est 0,1. Donc, c'est-à-dire, vous avez fn moins m, fn moins m plus 1 est congru à 0,1 modulo. Ici, c'est une parenthèse, à 0,1 modulo n. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, en particulier, j'ai cette congruence. Donc, en particulier, on a fn moins m est congru à 0 modulo grand n. Voilà. J'ai trouvé un nombre de Fibonacci qui est fn moins m, qui est un multiple de grand n. Et ce nombre de Fibonacci est non nul. Pourquoi? Parce que n est strictement plus grand que m. Donc en fait, n moins m, c'est un entier strictement positif. Ce qui fait que le nombre de Fibonacci de cet indice-là, qui correspond à cet indice, est non nul. Voilà. Donc ainsi s'achève donc cette solution. J'ai envie de faire donc quelques commentaires là-dessus. Donc, je vais donner quelques commentaires. Je vais donner plusieurs commentaires. Alors, le premier, c'est que le résultat qu'on vient de démontrer, donc le résultat... Bon, le résultat qu'on vient de démontrer, est plus généralement vrai pour les suites. Donc c'est plus général que la suite Fibonacci, ça devient donc un cas particulier. Pour les suites de type suivant, du type, les suites on va les appeler xn par exemple, xn, n dans n, du type suivant, donc vous avez x0 c'est 0, x1 c'est 1, et xn plus 2 c'est axn plus 1 plus xn. Voilà. Pour toutes ces suites-là, en fait, j'ai le même résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? Attention, il faut préciser. A, c'est dans Z fixé. C'est indépendant de N. Voilà, le A qui est là, c'est dans Z et il est fixé. Donc, la suite de Fibonacci s'obtient en prenant A égale 1. Si je prends A égale 1, j'obtiens la suite de Fibonacci. Donc, le résultat, c'est quoi ici, en fait? Le résultat, c'est que pour tout entier strictement positif grand N, il existe un terme de la suite
de cette suite xn, autre son premier terme, donc autre x0, qui soit un multiple de grand N. Voilà. Pour tout entier strictement positif grand N, il existe un terme de cette suite, autre son premier terme, qui est un multiple de grand N. C'est ça le résultat. La méthode, c'est la même, donc principe des tiroirs, vous pouvez le faire, ça se fait exactement de la même façon. Ça, donc, c'est le premier commentaire ou bien la première remarque. Deuxième remarque, point 2, donc 2. Bon. Le résultat aussi est vrai pour un certain type de suites qui sont plus compliquées, qu'on appelle les multi-Bonacci. Le résultat de l'exercice, ou bien on peut dire l'analogue du résultat, etc., est vrai pour les suites, par exemple, pour les nombres Fibonacci, par exemple. Est aussi vrai pour les nombres Fibonacci. Bon, et plus généralement multi-Bonacci. Bon, c'est pas la peine de rentrer dans les détails. Alors les nombres Fibonacci, je vais les donner. Donc c'est les nombres T0 égale 0, T1 égale 0, T2 égale 1. Et vous avez Tn plus 3, c'est Tn plus 2 plus Tn plus 1 plus Tn. C'est ça les Fibonacci. Ici, c'est quel que soit n dans n. Voilà. Donc c'est ça la suite Fibonacci ou bien les nombres Fibonacci. Alors, de quel résultat il s'agit ici? Pour tout entier strictement positif grand N, il existe un terme ou bien il existe un nombre Fibonacci non nul qui soit un multiple de grand N. Je répète, pour tout entier strictement positif grand N, il existe un nombre Fibonacci non nul qui est un multiple de grand N. C'est ça le résultat. Et ça, c'est un résultat vraiment remarquable, intéressant, parce que la suite Fibonacci, son expression, ou bien sa forme close, son expression explicite, donc Tn en fonction de n, n'est pas évidente. Bien que ça existe, mais c'est pas comme la suite Fibonacci où on a une formule assez simple. Donc là, le résultat il devient vraiment remarquable. Et plus généralement, on peut considérer les multi-Bonacci qu'on définit de la même façon. Donc je prends le premier terme, c'est 0, après c'est 1, après le terme suivant, c'est la somme de k, des k termes qui le précèdent. Bon. Donc ça, c'est ma deuxième remarque, ou bien commentaire. Troisième remarque, voilà. Point 3. Là maintenant, on va revenir au résultat qu'on a démontré. On essaye donc je me pose la question, comment trouver l'indice petit n qui fait que f petit n est multiple de grand N. Donc, étant donné, donc on cherche des précisions en fait. On cherche à préciser le résultat de l'exercice. Étant donné, donc grand N dans n étoile, déterminer petit n, qui va être donc une fonction de grand N, bien sûr dans n étoile, tel que f, le nombre de Fibonacci d'indice petit n, soit un multiple de grand N. Donc ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est on a en fait un résultat d'existence. On a montré l'existence de ce petit n. Mais là, je demande de préciser ce petit n. Là, ça devient plus difficile. Là, c'est de l'arithmétique. Là, puisqu'on cherche l'indice explicitement. Alors, ce problème-là, on peut le résoudre au moins dans le cas où grand N est son facteur carré. Donc, grand N, lorsque grand N est son facteur carré, c'est-à-dire il n'est multiple d'aucun carré parfait à part le nombre 1, dans ce cas-là, il est possible de donner ce petit n explicitement. Alors, comment faire? Donc, il y a un théorème important qui est dû à Lucas. Donc, théorème
En fait, le théorème de Lucas va résoudre ce problème dans le cas où grand N est un nombre premier. Donc ça, c'est un théorème de Lucas, Édouard Lucas, mathématicien français du 19e siècle, et c'est fait donc en 1878. Alors, soit P un nombre premier, soit P un nombre premier. En fait, P, il remplace le grand N. Supérieur strictement à 5. Bon, pour les nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à 5, on vérifie les résultats à la main. Pour P assez grand, supérieur strictement à 5, on a, alors il vous donne l'expression explicite de ce petit n en fonction de P. On a le nombre de Fibonacci d'indice P moins P sur 5, bon, j'explique, est un multiple de P. Alors, c'est quoi P sur 5? Ce n'est pas la division, ça n'a aucun sens. P sur 5, c'est le symbole de Legendre. Ou P sur 5, c'est le symbole de Legendre. Le symbole de Legendre, c'est quoi? P sur 5, donc c'est égal à 1 si P est un carré, bon, je vais écrire comme ça, est un carré modulo 5, et moins 1 sinon, puisque P n'est pas multiple de 5, ça ne peut pas être égal à 0, moins 1 sinon. Voilà. C'est ça P sur 5. Donc, en fait, si P est un carré modulo 5, c'est 1. Si ce n'est pas un carré modulo 5, c'est moins 1. Bon, donc on peut expliciter. Quels sont les carrés modulo 5? Il y a 1 et 4. 1 au carré et 2 au carré. Donc, il y a 1 et 4. Donc, 1 et moins 1. Donc, c'est égal donc, à 1 si P est congru à plus ou moins 1 modulo 5. Et moins 1 si P est congru, bon, ce qui reste, donc plus ou moins 2 modulo 5. Mais comme P est un nombre premier supérieur strictement à 5, donc P est impair. Et donc on peut améliorer ça, on va dire, alors on va améliorer ça. Au lieu de mettre modulo 5, je vais mettre modulo 10. Donc ici, je vais faire plus ou moins 1 modulo 10. Attendez, modulo 10. Et là, plus ou moins 2 modulo 5 avec impair, ça donne plus ou moins 3 modulo 10. Donc ça donne ici plus ou moins 3. Donc plus ou moins 3 modulo 10. Donc ici, je vais mettre 10. Voilà. Et c'est d'ailleurs plus simple parce qu'on travaille avec le système décimal. Voilà. Donc, vous avez donc ce résultat. Bon, explicitement, ça veut dire quoi? Ça veut dire si P est congru à plus ou moins 1 modulo 10, alors F, P, dans ce cas-là, il faut prendre 1. P sur 5, c'est 1. Donc, P moins 1 est un multiple de P. Et si P est congru à plus ou moins 3 modulo 10, alors, dans ce cas-là, c'est F, P plus 1 qui est un multiple de P. Il vous donne donc l'indice petit n explicitement. Et là, c'est vraiment facile à vérifier parce que vous avez modulo 10. Donc, qu'est-ce que ça veut dire P congru à plus ou moins 1 modulo 10? Ça veut dire que le chiffre de droite, le premier chiffre de droite, c'est soit 1, soit 9. Qu'est-ce que ça veut dire P congru à plus ou moins 3 modulo 10? Ça veut dire le premier chiffre de droite de P dans le système décimal, c'est soit 3 ou 7. Par exemple, si je prends P égale 7, donc on est dans le deuxième cas. Dans ce cas-là, il faut donc prendre P plus 1. Ça veut dire que vous avez par exemple F8, c'est un multiple de 7. Bon, alors vous pouvez vérifier F8, peut-être qu'en revenant en arrière, on va trouver le F8. Alors, je dis que F8 est un multiple de 7, on va voir. F7, c'est 13, et oui, F8, c'est quoi? C'est 13 plus 8. Oui, c'est 13 plus 8, c'est-à-dire 21. Et effectivement, 21, c'est un multiple de 7. Voilà. Donc, en fait, le théorème de Lucas, il vous donne la solution au problème posé dans les cas d'un nombre premier. Dans le cas où grand N est un nombre premier. Maintenant, si grand N n'est pas un nombre premier, alors je suppose qu'il est son facteur carré. C'est-à-dire que son facteur carré, ça veut dire qu'il n'est multiple d'aucun carré parfait à part 1. Autrement dit, sa décomposition en produit de facteur premier, il se décompose en produit de facteurs premiers 2 à 2 distincts. C'est la même chose. Donc, si n est son facteur carré, qu'est-ce qu'on fait? On a une propriété remarquable sur la suite de Fibonacci.
c'est la suivante. La suite Fn de Fibonacci est une suite à divisibilité. Est une suite à divisibilité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, quel que soit Nm dans n étoile, vous avez n divise m implique Fn divise Fm. C'est ça ce qu'on appelle donc suite à divisibilité. Et bon, en utilisant cette propriété, avec le théorème de Lucas, on va pouvoir, on peut résoudre donc le problème posé pour les nombres sans facteur carré. Voilà. En fait, vous avez une propriété plus forte que celle-là. Vous avez la suite de Fibonacci, Fn, et même une suite à forte divisibilité. Donc il y a une propriété plus forte que celle-là, et même une suite à forte divisibilité, c'est-à-dire, quel que soit Nm dans n étoile, vous avez PGCD de Fn, Fm, c'est égal à F de PGCD Nm. Bon, il est facile de voir qu'une suite à forte divisibilité est une suite à divisibilité. Voilà, donc je m'arrête là. Tout ça, donc, c'est des propriétés arithmétiques de la suite Fibonacci, bien sûr, très intéressantes. Donc, il faut absolument les connaître pour les gens qui s'intéressent aux Olympiades mathématiques. Bon, je vais m'arrêter là. Pour la prochaine fois, je vais vous proposer donc cet exercice. Alors, le résultat de cet exercice, ça s'appelle le lemme de Siegel. Alors, soit Nm dans n étoile, l'énoncé est le suivant, soit Nm dans n étoile avec n strictement supérieur à m, et soit AIJ, I entre 1 et petit m et J entre 1 et petit n, des entiers non tous nuls. Montrez que le système d'équations linéaires, le système que vous voyez, possède au moins une solution x1, x2, xn dans Zn non nulle et dont la taille est contrôlée. Qu'est-ce que ça veut dire la taille est contrôlée? Ça veut dire que les composantes, les valeurs absolues des composantes sont contrôlées, sont majorées. Voilà. Vous avez donc maximum des valeurs absolues des xi est majoré par n fois le maximum des valeurs absolues des aij. Tout ça à la puissance m sur n moins m et après plus 1. Juste une remarque, vous constatez que ce système-là, c'est un système linéaire homogène, c'est-à-dire sans second membre, et le nombre d'inconnus est strictement plus grand que le nombre d'équations, puisque le nombre d'inconnus c'est n et le nombre d'équations c'est m. Et en algèbre linéaire, on sait que ce genre de système possède au moins une solution non nulle. Quand le nombre d'inconnus dépasse le nombre d'équations d'un système linéaire homogène, il existe toujours une solution, au moins une solution non nulle. Mais cette solution-là, on le prend dans un corps, le corps choisi. Donc ici, le corps, on peut prendre le Q, le corps des nombres rationnels. Donc il existe au moins une solution rationnelle non nulle. Mais une fois qu'on a une solution rationnelle non nulle, il suffit de multiplier par le dénominateur commun. Il suffit de multiplier chaque composante par le dénominateur commun des composantes pour avoir une solution entière non nulle. Donc en fait, l'existence d'une solution entière non nulle peut être démontrée par l'algèbre linéaire de première année universitaire. Mais le lemme de Siegel, il donne une information supplémentaire, c'est-à-dire vous avez une solution entière non nulle avec une taille contrôlée, avec donc les valeurs absolues des composantes de cette solution sont bien majorées, sont effectivement majorées. Voilà. Ça, donc, c'est un lemme qui est très utilisé dans les approximations diophantiennes. Le plus 1, il peut être éliminé. On peut éliminer en fait le plus 1. C'est ce que, en fait, le lemme de Siegel, ça s'annonce en fait, ça s'annonce sans le plus 1. On peut éliminer le plus 1.
Mais pour avoir une démonstration plus simple, j'ai ajouté le plus 1 ici. Sinon, il faut améliorer la technique. Donc là, pour avoir une solution plus simple, j'ai ajouté le 1. Voilà. Donc je m'arrête là. Je vous donne rendez-vous une autre fois, dans une semaine ou 15 jours au maximum, pour résoudre cet exercice 6 et puis vous proposer un autre exercice. On reste toujours dans le principe des tiroirs. Portez-vous bien et à bientôt.